Bienvenue dans Conseil Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de dépassement de soi. Je suis ton hôte Quentin Lissard. Aujourd'hui, on est avec Charlie Schmitt, samboïste. What's up les boys? J'espère que ça va. Salut Charlie. Salut Quentin, Comment tu vas? ça va très bien. Toi ça va? Bah écoute, ça va, t'es plus grand que prévu. Mais écoute, je suis content toi de aussi, te hein, recevoir. toi aussi. On dirait pas, mais il est super grand. Ouais. C'est pour ça, ceux qui pensent que je suis petit, non, tu te trompes. Mais écoute, non, je suis content de t'avoir dans le podcast, ça fait longtemps qu'on doit le Ouais, faire. moi aussi. Donc trop cool que tu viennes. En plus, C'est un plaisir. Ouais. En plus, tu vois, samboïste, on va voir que t'es 17 fois champion de France. Un peu de personnes, justement, peuvent, tu vois, avoir autant de victoires. Est-ce que, rapidement, tu peux te présenter, justement, à ceux qui te découvrent dans le podcast? Ouais, bien sûr. Alors, moi, c'est Charlie Schmitt. Je suis pratiquant de sambo depuis pratiquement toujours. J'ai dû commencer à 6-7 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. C'est mon père qui m'a initié à ce sport-là. Même si au début, il voulait pas que j'en fasse, il était très malin, tu vois. Il a créé un peu le besoin. Il m'a interdit au début, il m'a obligé à faire des sports un peu plus généraux, tu sais, de l'athlétisme, de la Bien sûr. gym, etc. Et puis un jour, je voulais faire comme papa, quoi. C'était mon modèle, et puis donc je l'ai rejoint dans cette voie-là. Et depuis, j'ai pu lâcher, quoi. C'était coup de foudre. Et voilà, et j'y suis encore aujourd'hui, tu vois. J'ai commencé avec ça et je finirai avec ça, je pense. C'est magnifique. Ouais. Et du coup, pourquoi il voulait pas que t'en fasses, si c'est pas indiscret? Je pense qu'il voulait pas, tu sais, il voulait pas avoir trop d'influence sur moi. Il voulait vraiment que ce soit mon propre choix. C'est je pense pour être motivé par quelque chose, faut que ça vienne de toi, tu vois. Mon père, il était, comment dire, éducateur spécialisé. Il connaît un peu la psychologie infantile, etc. Tu vois. Donc il est malin, il est fort. Il a réussi à Il était me. très très bon. hein. Ouais, il m'a tendu un piège, sachant que j'ai 3 sœurs et que j'aime d'ailleurs. Hein. C'est Et, important. Faut le et je suis le seul garçon. Je suis le seul garçon, donc forcément, papa, je pense qu'il avait misé beaucoup sur moi, tu vois. Il s'est dit, c'est le seul garçon, lui, il faut absolument qu'il se batte. Donc voilà, il a pari gagnant, tu vois, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu le parcours que j'ai eu, et puis je suis encore dedans, donc c'est cool, tu vois. Mais il a bien fait. Et du coup, tu fais du sambo. Ouais, du Pour sambo. ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux rapidement expliquer peut-être l'histoire très brièvement et surtout les règles? Parce que je crois que tu as sambo aussi sportif et tu as sambo combat. Ouais, exactement. On va commencer par l'histoire et après on verra les deux Ok, spécificités, si ça tu veux. marche. Pour l'histoire du sambo, alors, bon, je te l'ai dit tout à l'heure, mais je suis pas très scolaire. Je sais que ça vient de Russie, enfin, c'est l'ex-Union soviétique, donc c'est pas vraiment la Russie, mais ça vient de là-bas, quoi, dans les pays où il fait un peu froid. Et l'année, je pourrais pas te dire, mais c'est un sport quand même assez récent, tu vois, à l'échelle des arts martiaux, on va dire. Et ça a été créé, tu sais, en moment bon, c'est des moments de crise, des moments de guerre. Et ils ont eu pour projet à la base de rendre ça, d'avoir un sport militarisé. Donc c'était pour les militaires russes, les Spetsnaz. Et donc ils sont inspirés de toutes les cultures de sports de combat qui les entouraient. Les luttes mongoles, le judo, le karaté, tout ce qui les entourait. Ils ont pioché qu'est-ce qui pouvait être potentiellement le meilleur, le plus efficace. Ils en ont fait un espèce de mix. Donc à la base, c'était un système de self-défense, voilà, pour l'armée, qui devait s'apparenter beaucoup à une espèce de boxe française et de lutte, parce qu'il y a beaucoup de lutte dans ces pays-là. Et puis, à un moment dans l'histoire, ça s'est sportivisé. Voilà, ça s'est sportivisé. Quelqu'un a voulu rendre ça accessible pour tout le monde, quoi, pour tout le peuple, et rendre nos chers amis soviétiques solides. Franchement, s'ils sont tous comme toi, putain, moi je vais pas l'avoir. Ouais, ils sont pas tous comme moi, mais Et du coup, maintenant, on voit que t'as différents types de sambo. C'est grossièrement dit, mais t'as le sambo sportif et le sambo combat, ouais, si je dis ça. pas de bêtises. Exactement. C'est quoi la différence entre les deux? Le sambo sportif, et à la base d'ailleurs, c'était le premier sport, c'était la première sportivisation, je sais pas si on peut dire ça, du sambo des militaires. C'était que le sportif, donc sans les frappes. D'accord. Voilà. Donc c'est plus simple pour rendre ça sportif de faire que de la lutte. Donc c'est une espèce de judo 2.0 où on a le droit de tout faire. On a des kimonos, donc c'est pour ça qu'il y a ça peut être très similaire au judo, mais on a le droit à toutes les techniques de lutte. Au sol, c'est plus permissif aussi, il y a toutes les clés de cheville, etc. Donc voilà, un peu comme le jiu-jitsu brésilien où tout est un peu autorisé au sol. Donc voilà, c'est un aspect très complet de la lutte et du lutte, judo et jiu-jitsu grappling
qu'on peut voir aujourd'hui. Voilà, ça c'est la version sportive, sambo sportif. Et sambo combat, on garde ça. Et en plus, on rajoute les frappes. Donc là, c'est le bonheur, quoi. Là, c'est tous les arts martiaux. Là, c'est tous les arts martiaux. Et ouais, donc c'est cool. Donc là, on a le droit, du coup, en plus à toutes les formes de frappe. Donc les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux, les coups de coude. Les coups de tête, ça, c'est vraiment la spécificité du sambo. Coup de tête, ouais. C'est un truc que j'aime bien. Mais t'as un casque. On a un casque, ouais. On a un casque. Après, c'est un casque ouvert. Hein, donc voilà, c'est comme en anglaise. Hein, il fait plus joli qu'il protège quelque chose. Hein, parce que bon, tu prends une frappe au menton, il n'y a rien. Tu prends une frappe au visage, tu n'as rien. Bon. Mais bon, voilà, il y a des casques. Et du coup, ça rend ça très, très, très complet, quoi. C'est un sport de synthèse ultime qui s'apparente beaucoup au MMA, du coup. Un peu plus permissif, mais notamment avec les coups de tête. Et même au sol, on a le droit d'utiliser les jambes, tu vois. Que, par exemple, dans certaines organisations, on n'a pas le droit. C'est que les poings et les coudes. En fait, c'est quand il est par terre, tu peux mettre des. Ouais, coups de genou, coups de pied. Ah ouais, donc en fait, c'est encore plus complet, entre guillemets. Un peu plus permissif, quoi. Ouais, permissif, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as tout l'aspect, tu sais, de la veste. Ouais. Et ça, les pratiquants sauront. Tous ceux qui font du judo, ils savent très bien qu'entre un lutteur et un judoka, il y a beaucoup plus de. Techniquement, c'est plus riche dès qu'on a une veste. Et pour le sol, pareil, pour le jiu-jitsu et le grappling, dès qu'on a un gi, un kimono, c'est pareil, il y a plein de techniques qui existent et qui n'existent pas sans veste. Voilà. Parce qu'il y a des contrôles, plein de contrôles différents, etc. Piéger avec la veste, etc. Ouais, je viens de commencer le jiu-jitsu et quand tu me dis piéger avec la veste, moi j'ai pris des sales trucs. Ouais. Ouais, donc voilà. Ouais, le sambo. Ça, c'est le sambo combat. Voilà. C'est ce que tu fais du coup. Moi, c'est ce que je fais. Alors, j'ai toujours pratiqué les deux parce que l'un et l'autre sont intimement liés, mais ouais, j'ai commencé très tôt. En fait, sambo sportif, tu peux faire. Enfant, tu peux pas faire de sambo combat. Tu vois, même dans le processus d'apprentissage, il n'y a pas de compétition avant cadet. Et moi, à mon époque, c'était junior. Donc cadet, c'est vrai qu'avant 14 ans, tu n'as même pas de. Je te dis n'importe quoi, ça vient de changer encore, c'est encore plus tôt. Mais tu n'as pas le droit aux frappes au visage, si tu veux. C'est de la frappe touche. Donc les enfants, ils font beaucoup de sportifs. Parce que là, le niveau de compétition, tu peux accéder à l'international dès 14 ans. D'accord. Okay. Les gens mettent un gros focus sur ça. C'est pour ça que tu te retrouves avec des samboïstes, même s'ils viennent du sambo combat. Bah, s'ils ont commencé jeunes, je pense à tous les Dagestanais, les Tchétchènes et puis tous les mecs de l'Est en général qui ont pratiqué le sambo qu'on voit dans les organisations de MMA. Ils ont tous au moins 10-15 ans de sambo sportif dans les pattes, donc c'est très gros lutteurs. Hein. Ils sont très bons jeunes au sol et en lutte judo. Donc après, ils commencent le pied-point un peu plus tard. Des fois, ils le font en club, mais c'est juste qu'ils ne pratiquent pas en compétition. Voilà. C'est ça qu'il y a une grosse ADN quand même lutte dans ce sport. Écoute, magnifique. Moi, j'ai noté autre chose, c'est qu'en plus du sambo, je crois que tu as fait du basket. Ouais, je fais du basket. Et du breakdance. Ouais. Et pourquoi du coup tu as fait le choix, ou tu fais encore le choix de faire ces sports? Et est-ce que peut-être que ces sports peuvent aussi t'aider? Tu vois, dans le sambo, on pense par exemple à l'équipe de rugby, tu sais, les Seven, qui ont pris des cours de danse. Et au final, tu sais, ça les a aidés peut-être pour tu vois, excuse-moi, j'ai tout cassé. Tu sais, pour pour les déplacements. Est-ce que toi, c'est pareil, tu fais ça pour ça ou c'est juste pour t'amuser, pour faire un autre truc à côté? J'ai toujours été très multisport. Hein. J'adorais le sport en général. J'adorais les sports de combat, mais en fait, j'adorais tous les sports. Si j'aurais pu faire tous les sports, j'aurais tous fait, quoi. Quand j'étais jeune, j'étais un mordu de tous les sports. Et voilà, j'ai pu s'attacher au basket. Et voilà, c'est un sport collectif, donc c'est très différent. Et puis le breakdance, qui est encore différent, parce qu'on est avec une équipe, mais en même temps, il y a beaucoup de travail, tu sais, solitaire. C'est un sport où tu peux travailler et t'améliorer vraiment beaucoup tout seul. Tu vois, même les sports de combat, même si c'est un sport individuel, tu as besoin de partenaires quand même, tu vois, pour progresser. Donc voilà, c'est des aspects différents qui m'ont plu. Et puis je pense que j'ai toujours eu un peu ce côté, pour rejoindre le breakdance, un peu artistique. Tu vois. Aujourd'hui, j'en ai fait un peu ma profession. On y reviendra plus tard, je pense. Vas-y, carrément. Mais ouais, j'ai fait ça et je pourrais pas t'expliquer. J'étais vraiment un multisport. Alors c'est vrai que je pense qu'en volume d'entraînement, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup plus que certains, parce que je faisais beaucoup de sport. Je me rappelle à l'époque, je quittais l'école, je pouvais faire 5 heures de basket. Quand j'étais au collège et lycée, je partais du... Oh, les histoires. Est-ce que mes parents y verront le podcast? Ouais, peut-être. Je rentrais de l'école, je faisais mes affaires. Et des fois, je partais le week-end entier pour collège et lycée. Hein. Je partais le week-end entier pour aller faire du breakdance à Paris, à la Défense, etc. Avec des potes comme des fous. On faisait 8 heures dans la journée. J'étais un fou de sport, quoi. Et c'est vrai que après, tu vois, il n'y a pas de miracle quand tu t'entraînes beaucoup. Même si ça n'a pas de rapport avec le sambo, j'avais une certaine condition physique, tu vois, et puis ça se ressentait sur le tapis. Je gagnais beaucoup avec ma condition physique, ouais. En plus, ton corps après s'habitue. Je sais que en tout cas de ce que j'ai pu voir, plus tu fais du sport,
plus en fin après, tu sais, ton corps après encaisse en fait. Ouais, Et c'est tu vrai. peux accumuler sur le travail, etc. Exactement, ouais, c'est ça. Oui, tu conditionnes ton corps à pouvoir encaisser beaucoup d'intensité et de volume, tu vois, d'entraînement. Parce qu'au sambo, tu vois, c'est pas très développé en France. Il n'y a pas de gros pôles comme, je sais pas, le judo, le taekwondo, etc. Du coup, on n'a pas de structure au niveau. C'est un peu changeant aujourd'hui. Même si ils délèguent ça pour les clubs, mais c'est la première étape avant de faire des pôles, je pense. D'ailleurs, mon club, c'est un club labellisé pour le régional, donc du coup, Trop bien, on bah, fait tu office de donnes ton ça. club. C'est quoi Le ton full club du coup? Sambo Evolution, venez nombreux. Bah ouais, faut quand Ouais, même, c'est ouais, important. ça tourne bien là-bas. Ça tourne bien. On a plein de grands champions, on a plein de sportifs de haut niveau, etc. Je pratique là-bas, j'enseigne aussi là-bas. Et ouais, donc c'est un gros club, on a beaucoup de monde. Des débutants aussi, il n'y a pas que des pros. Il y en a pour tout le monde, mais ouais, c'est un gros pôle dans le 77. Un gros pôle de formation en tout cas. Donc il délègue ça un peu. Je suis parti un peu du chemin, je sais plus ce que je voulais dire à la base. Mais du coup, voilà, vu qu'on n'avait pas de structure pour le haut niveau, bah tu sais, les clubs associatifs, ils sont ouverts 3-4 fois dans la semaine maximum, tu vois. Sauf que quand tu commences à faire l'international, t'as pas de pôle, t'as pas de structure de haut niveau, c'est pas assez. Quand t'es contre des gamins qui font peut-être 10, 12 entraînements dans la semaine, toi t'en as 3, tu vois. Avec en plus potentiellement des sparring et des adversaires qui sont pas d'un niveau exceptionnel. Donc il faut... tu vois, jeune, j'ai un peu compris ça, tu vois. Vu que j'ai goûté au niveau assez jeune, j'ai compris qu'il me fallait beaucoup plus, tu vois, de volume et d'entraînement. Je l'ai pas forcément trouvé dans le sambo, mais bon, tu vois, je m'entraînais ailleurs. Et puis, j'ai une théorie de comptoir sur ça, tu vois. Je pense que quand tu fais quelque chose que t'aimes, même si ça n'a pas de rapport avec le sambo ou quoi, tu te donnes et tu y vas à fond, bah, au final, tu t'entraîneras plus que n'importe qui, tu vois. Du coup, tu vas acquérir des aptitudes que personne n'a. Et voilà, pour moi, ça a été... j'ai réussi à faire la transition vers mon sport jeune. Après, ça a eu ses limites. À un moment, il faut être très spécifique si tu veux vraiment performer. Mais en tout cas, jeune, ça m'a beaucoup aidé pour atteindre le haut niveau jeune. Mais justement, moi, c'est la phrase là que j'adore prononcer, mais t'es 17 fois champion de France. 17, ouais. Comment c'est Ouais. possible? Bah, sambo sportif, sambo combat, tu vois. Donc j'ai des titres en sportif, j'ai des titres en combat. Donc déjà, sur une année, tu peux faire 2 fois champion de France. Ok. Ouais, j'ai pas 200 ans. Tu vois ce que je veux dire. Et j'étais même pas tous les ans champion de France, en tout cas pas en sportif. En combat, toujours gagné, mais en sportif, pas toujours. Et ouais, bah, c'est pour ça, vu qu'il y a deux comment dire, il y a 2 disciplines différentes, tu peux faire champion de France en sportif, en combat, tu vois. Donc bah, très vite, si tu doubles tous les ans, en 5 ans, tu as fait 10 fois champion de France, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à faire autant de titres. Et je vais pas compter les titres de quand j'étais petit et qu'il n'y avait pas de haut niveau. J'ai vraiment compté à partir du moment où il y avait des statuts de haut niveau, ou en tout cas pas à l'époque, mais des places en équipe de France. Voilà. Et 17, c'est à partir de ce moment-là. Je me suis dit, bon, dès que tu es champion de France, tu as une place en équipe de France, ces titres-là comptent, tu vois. Donc 17 à partir de ce moment-là. Sinon plus. En vrai, je trouve ça fou. Et c'est quoi, du coup, justement, le moment un peu marquant de ta carrière où justement, là, tu t'es dit, ok, le sambo, peut-être que je vais un peu accentuer dessus et m'entraîner vraiment sérieusement pour vraiment progresser et tous les fracasser. Ouais, je me disais ça jeune en plus. Alors les premières fois, il y a peut-être eu deux momentum, tu vois. Le premier, ça a été quand j'ai eu une grosse blessure. En fait, c'était après 2 blessures. J'ai eu une grosse blessure au genou, c'était le genou droit, en pratiquant le sambo. Et c'est vrai que quand je suis revenu, du coup, ça m'a fait arrêter le basket, hein, parce que j'ai du mal à courir. Donc j'ai fait beaucoup de préparation physique et je me suis un peu plus attardé sur le breakdance. Et c'est à ce moment-là où, quand j'ai pu commencer à revenir, j'ai pu revenir au sambo, parce qu'en fait, le sambo, c'est ça qui est fou dans ce sport. C'est trop bien. Sport de synthèse, tu as besoin de tellement d'aptitudes physiques différentes qu'en fait, même quand tu es blessé, tu as les croisés, tu as toujours moyen de progresser quelque part. Tu vois, tu peux progresser en anglaise, même si tu fais pas trop de footwork, tu fais pas trop de déplacements. Tu peux faire de la préparation physique sur le haut du corps, tu peux faire du cardio de 1000 façons différentes. Et si tu es blessé sur le haut du corps, inversement, etc., etc. Donc en fait, voilà, tu peux pas me dire je suis en dépression, je peux pas m'entraîner quand tu fais ce sport-là, parce qu'en fait, bah, c'est pas grave, tu vas t'entraîner autrement, tu as d'autres skills à travailler pour progresser. Quand tu reviens, bah, du coup, tu vois, c'est le seul moment de ta vie peut-être où tu auras l'occasion de pouvoir mettre vraiment, tu vois, l'accent sur un truc que tu travaillerais jamais si tu étais à 100%. Carrément. Et voilà, donc j'ai pris cette opportunité-là, et quand je suis revenu, bah, j'avais passé un cap, tu vois. J'avais passé un cap, même psychologique, j'avais faim, quoi. La sensation d'avoir loupé des compétitions et des opportunités, et tu travailles comme un fou, et tu reviens, et là, voilà, je suis revenu et j'étais plus performant, clairement. Et puis après, la fin de ma jeunesse. Donc, junior, espoir, tu finis. Donc, arrivé à 20 ans, pareil, je me suis refait une grosse blessure à l'épaule cette fois. Et là, ça m'a mis vraiment
Ça m'a mis vraiment plus en dépression. C'était une blessure qui m'a duré beaucoup plus longtemps, quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et ça va cut là, c'est ça? Non, Ouais. t'inquiète, Ok. tu continue. Et ouais, et du coup, pareil, tu vois, je suis revenu. Là, j'étais un peu plus âgé, donc tu vois, j'avais la vingtaine. Et là, ce qui était dur psychologiquement, c'est que j'avais une transition où je passais chez les jeunes, je passais aux adultes. Et on sait très bien que les transitions, elles se faisaient pas forcément, pas très bien pour tout le monde. Il y en avait plein qui étaient champions jeunes et ils arrivaient chez les adultes et plus personne. Pas pareil. Hein. C'est pas le même niveau, ça n'a rien à voir. Et en plus, je venais du sambo sportif chez les jeunes. Donc autant te dire que le sportif chez les adultes, c'était un autre monde. Et le sambo combat, ça me faisait un peu peur, tu vois. Je me voyais pas. Voilà, on m'embêtait dans la rue, je pouvais mettre une droite, mais contre un mec qui fait ça tous les jours, j'étais moins chaud, quoi. Et ouais. C'est ouf de savoir que tu vois, tu peux être champion, avoir aussi un peu peur, tu vois. Bon, on a tous peur. Après, c'est une échelle différente. Bien sûr. Voilà, tu sais, c'est un peu comme l'ambition. Hein, tu sais, on a tous les mêmes ambitions, on ressent tous les mêmes choses. Et puis, quand t'es jeune, ton ambition, c'est de finir ton puzzle ou, tu vois, ou ton Lego. Et quand t'es plus âgé, c'est de répondre, tu vois, aux exigences de tes 4 entreprises. Tu vois. Finalement, c'est la même chose. Tu vois, je pense. Et du coup, bah voilà, que tu sois à très très haut niveau ou que tu sois à un niveau un peu plus bas ou intermédiaire, hein, tu vis exactement la même chose. Tu vois. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Franchement, Mike Tyson, ce qu'il disait, hein, est connu, hein, sa phrase. S'il dormait pas de la nuit, il en était malade, il pleurait avant de combattre, etc. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Alors qu'au final, l'autre, tu sais qu'il te met une droite ou une gauche. Ah, tu dors. Ah ouais. C'est somnifère. Ouais, tu risques d'arrêter ta carrière, tu vois. Donc, ouais, c'est pareil pour tout le monde. Mais écoute, non, je suis totalement d'accord avec toi. Pour que les auditeurs se rendent compte un petit peu ce que c'est, tu vois, la charge de travail, en fait, comment on atteint ton niveau en sambo. Toi, actuellement, comment tu t'entraînes? Parce qu'on sait que forcément, le sambo, tu dois maîtriser bah, à la fois, tu vois, la partie boxe, à la fois la partie au sol. Je pense que tu fais aussi un petit peu de prépa physique. Mm. Comment tu gères tout ça? Est-ce que tu as un coach qui t'aide sur tout? Ou est-ce que parfois tu es un petit peu solo? Voilà, dis-nous tout. Waouh. T'as 4 heures là parce que. Vas-y, c'est bon. Ouais. Je pense que ça a été notre force dans notre club aussi, et pas qu'à moi. Pas de structure de haut niveau, donc du coup, comment tu fais pour répondre aux exigences du très haut niveau? Tu vois, parce qu'à l'international, tu tombes contre des équipes, si tu veux, les Russes, les Ukrainiens, Biélorusses, tout ce que tu veux. Chaud, hein. Eux, ils n'ont pas le temps, tu vois. Ça fait longtemps que c'est institutionnalisé dans leur pays. Ils s'entraînent comme des fous, tout est carré, quoi. Tu vois, comme je sais pas, le judo ici, s'il y a des judokas très haut niveau, vous allez vous reconnaître. Hein. Bah, Vous avez les. Hugo Métifio, hein, Voilà, sur le Hugo. podcast. Ah, voilà, Hugo, tu vois, tu sais de quoi je parle. Bah, nous, on est en galère, Hugo, tu vois. Et ouais, donc très jeune, je me suis dit, parce que j'ai eu la chance de faire le haut niveau à peu près à partir de 15-16 ans, en sportif. Et du coup, bah, tu sais, j'ai changé avec les autres athlètes, tu vois. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Qu'est-ce que tu fais de la préparation physique? Est-ce que tu fais ci, ça, etc. Donc en fait, j'ai très vite compris que bah, voilà, la nutrition est importante, la préparation physique est importante, très jeune. Donc je m'y intéressais. Voilà, le volume d'entraînement, etc. Et puis un peu plus tard, qu'il fallait être quand même spécifique si tu veux performer dans quelque chose dans un domaine spécifique. Je peux faire du footing 27 fois par jour, tu auras du cardio. Maintenant, est-ce que tu auras du cardio pour boxer? Bah, pas forcément. Donc voilà, donc je m'y suis intéressé. Mes études ont été corrélées à ça. Et donc j'ai un pote qui a notamment qui était en équipe de France avec moi, c'est Fabien Mouget, l'entraîneur et préparateur au Racing Club de Paris. Donc voilà, si un jour il écoute ce podcast, il se reconnaîtra. Et lui, il a fait des études très poussées sur entraînement sport de haut niveau. On avait les mêmes problématiques. Donc on étudiait de notre côté et on a acquis beaucoup de connaissances en vérité pour se préparer tout seul. On a eu l'aide de quelques préparateurs physiques évidemment. Et en fait, on a construit ça parce que le sambo en plus c'est très spécifique. C'est pas du judo, c'est pas de la boxe, c'est pas du. Et donc j'ai su m'entourer et on a su se former pour acquérir certaines connaissances. Voilà. Pour la nutrition, c'était plus facile, parce qu'en vérité, des nutritionnistes pour le sport, il y en a un paquet de compétents en France quand même. Et voilà, donc je me suis entouré vite de ça. Et après, plus tard, est arrivé aussi un préparateur mental, etc., etc. Mais voilà, on se débrouillait tout seul pour trouver soit les infos, et soit s'entourer de quelqu'un qui pouvait nous aider pour atteindre nos objectifs. Donc voilà, ça s'est fait vraiment sur le tas et tout seul. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que mon club notamment, il performe bien. C'est parce qu'avec toutes ces connaissances qu'on a pu acquérir, on a vraiment, je peux vraiment le dire voilà, sans
toute proportion gardée, mais qu'on a acquis énormément de connaissances dans le domaine du haut niveau et de la performance. Et on a tous les axes on a des connaissances dans tous les axes pour progresser et faire performer quelqu'un. Bah, écoute, c'est très bien résumé. Et juste pour enfin, montrer un petit peu aux personnes qui écoutent, par semaine, je pense que c'est combien de temps que tu consacres à l'entraînement de sambo? Entre la partie vraiment sambo pur et la partie prépa physique. Tu vas toujours avoir comment dire, ça dépend du moment de la saison, parce que nous on a aussi la chance de pas avoir des compétitions tous les week-ends, pour reprendre le cas des judokas, mais c'est beaucoup plus simple de planifier du coup pour nous, d'avoir des vraies phases de développement, où on sait qu'on est loin des compétitions, on peut mettre un peu plus de prépa physique générale, enfin même si ça reste de la prépa physique un peu spécifique, mais on peut vraiment prendre des axes de travail où tu peux vraiment progresser de façon significative en quelques mois sur ton explosivité, ta force, ton endurance, ta VMA, etc. Mais sinon, ouais, je dirais que c'est une moyenne à faire sur l'année. Évidemment qu'il faut faire plus de spécifiques que de prépa physique. C'est un peu la même histoire que la muscu et le cardio. Tu vois, si tu fais 5 fois du cardio par semaine comme un fou et 3 fois muscu, bah, théoriquement, ton physique, tu sais, il va tendre vers ce que tu fais le plus. Voilà. Bien sûr. Et il faut pas non plus que ce que tu fasses à côté porte préjudice à la discipline que tu fais. Tu vois, si je suis trop musclé ou trop raide, tu vois, dès que je lève les épaules, je suis en congestion de l'extrême, tu vois, c'est compliqué de boxer. Et voilà, et puis pareil pour le cardio, donc il faut vraiment rester dans le spécifique. S'il y avait un choix à faire, je mettrais, c'est pas un grosso merdo, ça dépend, mais si on fait vraiment une moyenne, tu vas faire prépa physique, peut-être en muscu, 2-3 séances dans la semaine, c'est le maximum. En prépa physique, même si c'est assez orienté, général, là, ouais. c'est assez orienté, voilà. En cardio, tu vas en mettre peut-être 2. Et après, pour le spécifique, tu vas en mettre au moins 5, tu vois. Je dirais plutôt 6, tu vois. Ça fait quand même des grosses semaines. Hein. Ouais, ça fait des grosses semaines. Après, tu joues sur l'intensité. Tu vois, si tu veux te rentrer tout ce volume-là, bah, tu sais, peut-être que sur tes 6 séances spécifiques, tu auras peut-être 1 ou 2 sparring très durs dans la semaine, mais le reste, soit tu n'es pas en sparring, soit tu es plutôt en apprentissage ou tu vois, sur de la technique ou sur des schémas technico-tactiques, des trucs comme ça. Sur la prépa physique, pareil, tu vois, tu vas pas t'envoyer comme un fou. Tu vois, j'ai 2 séances cardio, il y en a peut-être une qui sera verte orange et l'autre il sera orange rouge. Tu vois, ça dépend un peu du. Voilà, faut pas que tu sois. C'est tout le temps carbo dans le rouge. C'est cool, hein. Je veux dire, c'est potentiellement tu vas plus progresser, tu vois, parce que ton organisme tu le pousses, plus il va, tu sais, surcompenser derrière et tu vas progresser dans ce que tu fais. Mais après, ce qui compte, c'est le long terme. Tu vois, c'est pas m'entraîner comme un bourrin pendant un mois qui va compter. Ce qui va compter, c'est que tu fasses ça pendant des années sans te blesser, déjà, numéro 1. Et puis on est toujours une courbe de progression. Tu vois, mieux vaut qu'elle soit lente, mais qu'elle soit continue et que ça continue comme ça voilà, parce que si tu vises le long terme, tu vas beaucoup plus progresser que si tu fais des pics. Et à chaque fois, tu retombes et tu es obligé de faire des manœuvres pour te réparer l'épaule, machin, truc. Tu vois, Tu perds du temps au final en plus. Exactement, tu perds du temps en fait. Sur le long terme, tu perds du temps. Tu vois, donc ça, c'est des calculs à faire. Hein. Et puis on est tous différents. Tu vois, il y en a, ils se blessent jamais. Enfin, jamais. Très peu. Ouais. Et t'en as, ils se pètent tous les 2 mois, tu vois. Donc voilà, faut se tester aussi pour savoir ce qui va être le mieux pour toi. Et puis voilà, après, tu mets les curseurs là où tu veux. Et justement, quand tu parles de long terme, une carrière de samboïste, toi qui as 33 ans, tu penses que tu as combien de temps encore devant toi, on va dire, au plus haut niveau? Je sais pas, 100 ans, 102 ans. Je rigole. Non, il n'y a pas de. Je pense. Enfin, t'as forcément il va y avoir une limite. Il va y avoir une limite à la performance. Moi, je suis encore dans le pic, tu vois. Ouais, on va pas se mentir, tu vois. Encore en pic, ouais. 33, ça va. Et je pense honnêtement jusqu'à peut-être 37, 38, tu es encore bien. Il y a des aptitudes où qui vont descendre un petit peu. C'est vrai qu'on récupère un petit peu moins bien. Peut-être, tu vois, avoir un peu moins d'agilité. Tu vois, la progression se fait beaucoup plus lentement, etc. Mais en vrai, tu sais, si tu as envie, tu continues et puis let's go. Hein. Et puis il n'y a pas d'âge. Hein. Tu sais, dans notre club, on en a un, il s'appelle Marvin. Après, c'est un poids lourd, donc les poids lourds vieillissent un peu mieux, tu vois, dans nos sports. Mais je crois qu'il doit avoir 42, un truc comme ça, 43. En tout cas, tu vois, il a bien 40 passé. Et il performe encore à l'international, tu vois, normal. Il a un volume d'entraînement sur la semaine qui est assez haut. Et voilà, maintenant, il faut trouver la combinaison parfaite pour, tu vois, toujours progresser sans me blesser. C'est un peu ça c'est un peu ça l'objectif. Quand tu prends de l'âge, bah forcément, il y a plus de facteurs de risque. Mais si tu écoutes, tu vois, si tu es attentif sur tout ça, en vrai, tu peux performer jusqu'à vérité, jusqu'à très tard, tu vois. Et on le voit de plus en plus, tu vois, dans plein de sports. Hein. Cristiano Ronaldo, Ouais.
Tu vois, dans les sports de combat, il y en a plein. Ils s'approchent de la quarantaine ou même 40 passés et ils sont encore à faire des ceintures pour l'UFC, des énormes organisations de MMA, etc. Donc, il n'y a plus de vérité. Du moment que tu es cohérent avec l'âge que tu as, tu vois, et tes capacités, tu peux pousser le truc jusqu'à. Donc, tu vois, tranquille. Hein, des fois, quand tu as des petits 18 ans, ils sont là. Ouais, mais t'as vu, après 25 ans, c'est mort. Ça Ouais. n'existe plus. Ça, c'était avant, tu vois. Avant, t'avais pas d'ostéo, t'avais pas de nutritionniste, t'avais pas de préparateur physique. Tu vois, l'exemple de mon père, je crois qu'à 24, 23 ou 24 ans, il était fin de carrière. Il s'est fait Ouah, triple t'imagines. fracture de l'épaule. Là, il a une épaule en miettes. Et dès qu'il frappait après, ça se disloquait. Il venait de la boxe, mon père. Et, mais à l'époque, on n'avait pas toutes ces connaissances. Tu vois, on n'était pas encadré comme maintenant. Il n'y avait pas de. T'avais pas l'ostéo, t'avais pas le kiné, t'avais pas le préparateur physique, il faisait du spécifique pour pas que tu le blesses. Tu vois, il faisait ta coiffe des rotateurs, il faisait tu sais, de la stabilisation. Tu vois, toute la journée, tu fais ça vers l'avant, mais si tu fais ça vers l'avant, il y a un moment. C'est bien d'avoir l'épaule ici gonflée derrière et puis derrière avoir tu sais, le deltoïde postérieur qui est complètement en retard. Mais c'est normal que ton épaule elle se déboîte à un moment. Hmm. Donc, tu vois, il y a plein d'axes comme ça qu'aujourd'hui, on fait attention à tout ça et tu vis beaucoup mieux. Et puis, c'est dommage de ne pas avoir su ça plus tôt aussi, parce qu'au final, tes pics de performance, ils sont pas à 20 ans ou 25 ans. Hein. Ils sont plus tard, hein, dans beaucoup de sports. Hein, tu vois, hormis quelques exceptions. Hein, tu vois, la gym et tout, quand il faut de la souplesse et Bien tout. sûr. Mais en général, voilà, tes gros pics, tu les as à la trentaine. Hein. Magnifique. J'ai encore Mm. 6 ans devant moi, là. Ah ouais, tu peux devenir une légende encore. Une légende. Bon, on arrive bientôt. Et du coup, toi, actuellement, même si tu es très très bon au sambo, tu es au plus haut niveau, c'est pas un sport qui est pro. Donc, comment justement tu fais, toi, pour vivre, tout simplement? Est-ce que tu travailles à côté? Qu'est-ce que tu fais? Et comment t'allies, du coup, tout ça pour quand même performer au haut niveau au sambo? Alors jeune, je faisais des études. Bon, déjà, mon père m'obligeait à faire des études pour en travailler, comme tout le monde. Euh, Après, le système ça, normal, parcours normal, un travail normal, ça m'a jamais plu, tu vois. Quand tu es stimulé très jeune, on va pas se mentir, hein, mais quand tu es stimulé très jeune par des compétitions, des objectifs, et qu'on vite des enjeux qui te dépassent, tu vois, tu représentes ton club, puis après tu représentes, je sais pas, ça peut être ta famille, puis après tu représentes ton pays, tu Ça, vois. c'est incroyable. À chaque Euh, fois qu'on me dit ça, j'ai des frissons, je te jure. Bah ouais, mais c'est quelque chose de vibrant, tu vois. Et puis, quand tu as goûté à ça, tu vois, au sens des responsabilités, tu vois, tu peux plus revenir en arrière. Tu vois, je peux plus aller dans un bureau et on me dit, bon, la graffeuse, elle déconne. Je caricature, mais j'ai rien contre les gens qui travaillent en bureau, etc. Mais voilà, quand tu as eu quelque chose une fois dans ta vie, c'est dur de rétrograder, tu vois. Surtout quand tu as, voilà, quand t'as un peu d'ambition, quand tu as un peu de. Donc, et tu vois, je pense que c'est corrélé à ça, un peu les dépressions, tu vois, post-carrière. Tu vois, les mecs qui plongent parce qu'en fait, ils ont eu que ça toute leur vie. Tu performes, t'excelles dans un domaine tu vois, où tu fais vibrer plein de gens. Et puis d'un coup, tu sais, t'as comme un vide, tu vois. Et donc, faut savoir, tu vois, déjà, il n'y a pas que le sport dans la vie, tu vois. Mais il faut savoir faire sa transition, tu vois. Et puis la transition est toute faite souvent quand tu restes dans ton sport. C'est tellement spécifique, tu vois, les gens, ils sous-estiment ça, mais même si t'es pas. Si la transmission, l'enseignement te fait pas vibrer, tout le monde acquérit énormément de compétences quand tu arrives à un certain niveau, dans quel que soit le sport. Et ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être l'événementiel, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être le coaching du coup, ça peut être même au niveau fédéral, avoir des grandes fonctions, du coup diriger peut-être faire de la politique, enfin j'en sais rien. Mais voilà, faut pas. Je pense qu'il faut capitaliser avec tout ce que tu as acquis dans ta vie. Tu as plein de connaissances qui vont au-delà de juste être bon sur un tapis ou en tout cas sur la scène pour pratiquer ton sport, quoi. Ça fait carrément sens. Et justement, j'arrive à la question que je t'ai posée en arrivant ici. Pourquoi tu ne fais pas de MMA? Le MMA? Ouais, Ouais. pourquoi tu fais pas ce sport? Le MMA, j'ai fait 2000. C'était un peu mon rêve hein, d'enfant quand j'ai commencé à faire du sambo combat. Ok. Et dès que j'ai commencé à performer, je me suis dit ouais, faut que je me barre. Alors le contexte était différent parce qu'en France, il y en a qui ont la mémoire courte, mais en France avant c'était pas légal le Ah oui. MMA, donc c'était compliqué. Il fallait vraiment partir de la France. Moi en parallèle, je commençais à créer un capital. J'ai des bourses de haut niveau avec mon sport, quelques sponsors, ça me rapportait quand même de l'argent. Je donnais des cours avec mon père dans son club. Il avait donc le club dont je parle, le Full Sambo Evolution, à Clé-Souillé.
Magnifique. Et ouais, petite pub dans le 77 410 en Île-de-France à côté de. Non, bon, j'arrête. Et je voulais aussi avoir mon autonomie et plus d'argent. Donc j'ai monté un club aussi à Paris dans le 15e. Trop Au cool. Dojo de Grenelle, ouais, j'ai monté un club. Et donc, tu vois, j'ai commencé à construire quelques petits trucs. Comme je te disais, bah, tu sais, toutes les compétences que j'ai acquises dans la préparation physique, etc. Après, on m'a mis formateur pour les brefs fédéraux niveau 2 avec la lutte, parce qu'on fait partie de la fédération de lutte, le sambo, D'accord, avec le grappling. C'est très très bien que tu répondes à cette question. Ok. Avec le grappling. Et du coup, là, donc, j'ai été formateur là-bas, et CSP un peu prépa physique, donc c'était à l'INSEP. Donc, j'ai acquis d'autres connaissances et compétences. Donc la préparation physique m'a intéressé. J'avais quand même un carnet d'adresses assez grand. Donc j'ai fait aussi tu vois, du coaching, de la préparation. J'ai payé un mec pour me faire tout un truc en ligne, etc. Donc je me suis créé un peu tu vois, un cocon pour générer de l'argent grâce au sport. Et le MMA est arrivé. Tu vois, quelle introduction pour parler de MMA. Et il y avait des sélections, ce que j'avais vu à la télé, Lucie Berthaud à l'époque. Oui. Alors, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, ce qui avait rentré dans un autre métier que je fais, je vous expliquerai après. Et ouais, elle m'a dit putain, mais t'as trop le profil, je comprends pas, tu mets KO tout le monde en sambo, tu ferais un malheur en MMA. Bon, elle m'a saucé un peu, sachant qu'elle avait fait vice-championne du monde en MMA l'année d'avant et qu'elle venait de l'anglaise. Elle m'a dit moi j'ai de l'anglaise, toi tu viens du sambo, tu sais déjà tout faire. Bon, elle m'a motivé à. Donc j'ai fait ces sélections. Forcément, c'était passé à la télé sur je sais plus quelle chaîne. Ça avait explosé et je sais pas, tous les ans, il y a peut-être 5 ou 10 personnes sur les sélections. Je suis arrivé, moi, il y avait, je sais pas, mais franchement, il y en avait beaucoup, tu vois. Il y avait du monde. Hein. Ouais, des gens pas catés. Moi, je suis arrivé comme un touriste, j'ai pas fait de régime. Donc, je me rappelle, j'étais arrivé en moins de 84. Je faisais 80 kilos, tu vois. Et il y a des mecs qui arrivaient, tu sais, je sais pas, à 95, pas loin de 100 kilos, tu vois, pour 84. Je me suis dit, ah ouais, putain, bon, c'est pas grave. On est là, donc. Merde. Bon, c'est pas grave. Ça va. Bah, faut assumer après, tu vois, tu viens comme un touriste. Ouais, c'est clair, mais c'est de mon autorité. Voilà, t'arrives là-bas, tu te Ouais. rends compte que les mecs, c'est pas des touristes. Bon, bah, tu vois, c'est ta responsabilité. Hein. Tu vois, tu veux faire les choses sérieusement. Tu veux pas être surpris par ce genre d'événement, tu vois. Te retrouver contre un mec qui fait 3 têtes de plus que toi et qui a 2 fois plus de pecs. Bon, bah, écoute, fais tes régimes, tu vois, et prends le truc au sérieux. Bon, je l'ai pas pris au sérieux parce qu'elle m'a dit que ce serait facile. Elle m'a trop donné de confiance, en fait. Et je suis allé là-bas et du coup, les sélections se sont bien passées. J'ai passé les étapes, j'ai battu plein de mecs. Je connaissais rien en MMA, je connaissais même pas les règles, tu vois, mais bon, c'est très similaire quand même. C'était un peu plus dur pour le cardio parce que tu as des rounds. Et en sambo, c'est 5 minutes, mais tu as les temps d'arrêt, donc c'est 7-8 minutes, mais tu as un seul round. Ok. Que là c'était MMA amateur, hein. Donc c'était 3x3. Même 3x3, tu vois, le rythme est pas pareil. Il faut mettre du volume pour marquer des points. La cotation de points est pas la même, je la connaissais pas, mais bon. Donc c'est vrai que je partais un peu fort et à la fin c'était un peu dur pour moi. Mais bon, ça passait, je suis allé jusqu'au bout et au final j'étais dans le carré final et on devait être 3 ou 4 sur, je vais pas dire de conneries, on devait être 60, un truc comme ça, en 84. Et voilà, jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout et après bah, il y a eu les sélections, ils m'ont proposé les Europes ou les mondes, je sais plus, en 84. Mais moi j'avais d'autres échéances sportives en même temps en sambo. En sambo, je gagnais de l'argent. Tu vois, T'as fait un choix. Ouais. j'allais faire la compétition, je gagnais de l'argent. En MMA, j'allais faire la compétition, je payais mon billet d'avion, tu vois, qui était, c'était aux États-Unis, je sais plus la ville, ça devait être pas loin de Las Vegas. Et pour moi, c'était surtout le fait que c'était pas ma catégorie de poids. Tu vois, moi, j'étais 1 ou 2 KT en dessous, en vérité. Donc, je me suis dit, je peux aller à l'international pour payer un billet, pour pas performer contre des mecs qui sont beaucoup plus gros que moi, parce que je sais très bien que la France et l'international, c'est différent, tu vois. Alors, pour le MMA, je sais pas. Aujourd'hui, on est une grosse équipe de France, tu vois, ça commence à monter, mais à l'époque, c'était pas ça. Et pour preuve, hein, moi, je venais d'un sport, je connaissais même pas les règles et j'arrivais à être en équipe, tu vois, de France de MMA, donc c'était pas du tout le même niveau. Et donc, j'ai fait ce choix de rester dans le sambo. Et derrière, ils m'ont redonné une opportunité, mais pareil, je leur ai dit que s'ils me descendaient pas en 77, mais bon, ils avaient un poulet en 77 qui était pas mal performant, je me souviens plus de son prénom. Et au final, du coup, bah, ça s'est arrêté comme ça. Voilà. Et puis en sambo, ça marchait très bien pour moi, tu vois, à ce moment-là. Donc j'ai fait ce choix-là parce que je voyais pas le bout, en fait. Je me disais, je vais faire du MMA, pourquoi je vais combattre pour payer des billets d'avion à franchement 2000, 3000 euros. J'étais étudiant, j'étais en train de monter les business, mais tu vois, c'était pas encore. J'étais pas en train de gagner, j'étais plutôt à perte. Et donc j'ai fait ce calcul-là de me dire, bah, tu vois, le choix de l'argent, en fait, hein, tout simplement. Et même sur le long terme, tu vois, je connaissais
pas beaucoup de Français qui performaient, qui gagnaient de l'argent à cette époque-là, tiens. Pour pas dire qu'il n'y en avait aucun. Et tu vois, j'arrivais pas à me projeter en fait. Tu vois, se battre pour être dans une cage, faire comme tous les copains, qu'on voit mes pecs, parce qu'avec ma veste on les voit pas. Et tu vois, faire le cake et dire à tout le monde je suis un combattant professionnel de MMA pour au final pas gagner une thune et être un clodo, tu vois, je voyais pas le bout en fait. Donc je me suis dit, voilà, la seule solution pour moi, si vraiment je voudrais performer là-bas, c'est de partir dans une grosse écurie, tu vois, peut-être aux États-Unis ou dans un pays où ça fonctionne bien, et signer vite dans une organisation, tu vois, là-bas, tu vois, qui te permet d'être rémunéré, mais certainement pas en restant chez moi et en faisant partie tu vois, de ce circuit-là, en tout cas amateur. Donc c'était compliqué à l'époque, contrairement à maintenant, tu vois, maintenant il y a beaucoup plus d'opportunités. Et justement, maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus d'orgas qui existent. Même en France, tu vois, je pense à Hexagone, bref, il y en a plusieurs. Est-ce que t'as pas ce truc de te dire, ah, maintenant, peut-être que finalement, c'est bien lancé, peut-être retenter ma chance. Enfin, retenter ma chance, tu m'as compris. Je l'ai eu un moment, pendant un petit moment. Et je pense que c'est le destin, hein, tu vois, si je suis pas allé dans le MMA, la vérité. Je t'expliquais pourquoi. 2020, du coup, c'était juste un peu avant le Covid. Mon cousin, il est professionnel en MMA en fait. Enfin, il l'était. Il habite au Canada. Il est à la Tristar avec Georges Saint-Pierre. Et donc, tu vois, c'est un peu de famille. Hein, et tu vois, et tout ça, j'en ai parlé avec lui. Et lui me disait, il n'y a aucun intérêt, reste en sambo, etc. Bon, bref. Je suis allé là-bas et je me suis entraîné du coup avec plein de mecs. Hein. Il y avait plein de forts. À l'époque, je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est des noms brésiliens, donc je ne vais pas me souvenir. S'il y avait Johnny Walker, mais il y avait Georges Saint-Pierre, il y avait des mecs assez forts, tu vois, qui tournaient bien à l'UFC. À l'époque, Georges Saint-Pierre avait déjà pris sa retraite. Et je me suis entraîné là-bas, et du coup, avec les coachs qu'il avait, mon cousin, etc. Et puis tout de suite, ils m'ont dit, pareil, ils m'ont fait une Lucie Berthaud, ils m'ont fait, tu vois. Et ils m'ont dit, franchement, mais le niveau que tu as, c'est un truc de fou, pourquoi tu passes pas pro, etc. Ils m'ont fait comprendre aussi que être professionnel, en tout cas dans ces pays-là, c'est pas comme chez nous. Il y a beaucoup d'organisations, tu vois, en dehors de l'UFC. Et il y a moyen de faire des billets à droite à gauche. Sachant que là-bas, tu gagnes beaucoup d'argent avec le sponsoring, pas forcément avec les organisations. Dès que tu es professionnel, en fait, c'est pas comme en France, les partenariats, les sponsoring, etc. Tu gagnes beaucoup plus d'argent avec ça. Et donc ils m'ont dit vas-y, let's go. Du coup, moi j'ai dit allez, let's go. J'étais prêt à tout plaquer, tu vois, en France. Et mais j'avais fait juste avant un casting pour devenir cascadeur. Parce Là, on y vient. Là. On y vient. Et une copine que j'avais entraînée, qui a vraiment réussi là-dedans et qui un jour m'a dit ouais, vas-y, il faut qu'on fasse, etc. Bref, on allait à un casting ensemble. Et j'ai été pris et je suis parti au Canada. Il s'est passé ça au Canada et je me suis dit putain, trop bien. Là, j'étais un peu en perte de vitesse. J'avais tous mes business, etc. Mais je m'ennuyais un peu, il me fallait autre chose. Et je me suis dit, bah vas-y, let's go, être professionnel en MMA. Ça m'avait vraiment motivé, j'avais trop kiffé, tu vois, là-bas, ce que j'ai vécu. Et je reviens, je fais ma saison de cascadeur. Donc je commence. Donc c'était à Disney, hein, je faisais du spectacle pour essayer de devenir cascadeur en herbe. Et là, Covid. Et du coup, Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors je devais revenir après ma saison de cascade. Tu vois, je devais revenir l'été, tu vois, pour aller là-bas au Canada. Et du coup, Covid, donc bloqué. Donc bon, déjà, j'ai même pas fait ma saison à Disney parce que Covid, ça s'est arrêté pour la cascade. Et du coup, pas de MMA quoi. Donc je me suis, donc j'ai pleuré. C'est pas vrai, je pleure pas. Et non, du coup, je me suis remis en question et je pouvais pas faire grand chose, tu vois. Même les entraînements, les compétitions, tout était un peu figé. Et mais j'ai fait copain, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de gens dans la cascade. J'ai découvert un univers un peu particulier. Franchement, les gens, ils sont, tu vois, incroyables, très différents des arts martiaux. C'est hyper, les gens sont tous hyper soudés. Okay. C'est très famille. J'ai jamais vu ça. Tu vois, franchement, ça m'a un peu bouleversé, tu vois. J'ai adoré la mentalité. Tout le monde s'entraide, tout le monde la déterre, tout le monde, tu sais, ils sont là pour tout niquer, quoi, mais ensemble, tu vois. Les arts martiaux, c'est pas comme ça. T'es là pour tout niquer tout seul. Tu vois, et pour niquer des gens surtout. C'est surtout ça, l'essence même du truc. Et je sais pas si on sera bibé. Hein, ouais, t'inquiète, c'est bon. Tu feras des bip bip au gros mot. Et en plus, j'entraîne des enfants et tout, tu vois, ça fait pas sérieux. Bon, bref. Et ouais, donc du coup, je me suis entraîné avec ces cascadeurs-là, etc. Et puis, en fait, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé découvrir de nouvelles choses, avoir l'impression de progresser, parce que c'était ça, hein, tu vois, dans le maniement d'armes, dans les acrobaties, il y a plein de trucs que j'avais jamais travaillé et j'y ai pris goût. Tu vois, ça m'a donné vraiment envie de
se met là-dedans, de quoi. creuser, ouais, puis c'est hyper. Tu vois, j'étais dans le haut niveau depuis tellement longtemps, c'est vrai que tu progresses, mais tu sais, en fait, tu gagnes, tu gagnes ça tous les 4 mois, tu vois. Ouais. Que là, tu as un axe de progression. Et tu vois, en fait, ça m'a redonné goût à autre chose. Et puis j'ai vu un peu tu vois, l'opportunité qu'il pouvait y avoir, tu vois, le cinéma derrière, etc. Tu vois, mon physique qui jouait aussi en avantage, tu vois, on va pas se mentir, dans ce milieu-là, c'est un milieu, tu sais, bah, c'est l'audiovisuel. Donc, tu sais, quand t'es sportif, un peu grand, Aux yeux bleus, bruns. aux yeux bleus, brun, bon, enfin, tu coches quelques cases, tu vois, qui font que tu peux avoir plus d'opportunités que certaines personnes, sachant qu'en plus j'avais tu vois, une carrière particulière, je venais d'un sport de combat, c'est un sport assez moderne, tu vois, dans le cinéma c'est ce qu'on voit de plus en plus, tu vois, le MMA, des trucs de plus en plus réalistes. Et en fait, dans ma tête, tu sais, ça a fait ça a pris sens d'un coup. Et je me suis dit, bah écoute, je m'entraîne et je verrai bien. Le Covid a duré super longtemps. Au final, je suis sorti de ce Covid-là et j'ai progressé à fond en cascade. J'ai pu faire mes saisons Disney au final. J'en ai fait une, puis deux. Puis là, c'est ma troisième, il me semble. Et entre-temps, bah, j'ai commencé à tourner en même temps au cinéma. Donc mes coachs de là-bas, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont mis sur un projet, puis deux, puis trois. Puis j'enchaîne un petit peu, tu vois. Et au final, bah, je me suis dit, mais attends, est-ce que vraiment j'ai envie tu vois, d'aller à l'autre bout du monde, tout quitter, mes business, ma famille, mes amis, et pour quelque chose dont je suis même pas sûr. Alors que là, en fait, je suis en train tu vois, d'exploser dans un autre domaine, en plus qui me fait du bien, tu vois, c'est nouveau. Tu vois, et je te parlais un peu tu vois, du down tout à l'heure après post-carrière. Bah, tu vois, là, ça me redonne tu sais, une espèce de nouvelle rampe, tu vois. Le MMA, j'ai un espèce de goût tu vois, tu sais, j'ai déjà gagné plein de trucs dans mon sport. Tu sais, je suis Ouais. je suis pas frustré, tu vois, ma carrière, je l'ai vécue. J'ai eu plein de médailles à l'international, j'ai quasiment, il n'y a pas une seule compétition, tu sais, majeure dans ce monde en sambo que j'ai pas gagné ou j'ai pas fait de médaille. Donc je vais dans la MMA pourquoi je vais chercher quoi de plus, tu vois. Peut-être de l'argent, de la notoriété, je sais pas, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je suis pas sûr. Donc voilà. Donc le choix il s'est fait naturellement en fait vers ça et maintenant je suis un peu en ligne droite là-dedans quoi. Et du coup, c'est quoi les futurs projets là-dedans? C'est faire des gros films, quoi. C'est ça? Ouais, des gros films, ouais, bah là j'ai fait pas mal de gros films déjà. T'as des noms un peu de films que t'as fait? J'ai fait Sous la scène, j'ai fait sur Netflix, j'ai fait Furies, qui est aussi sur Netflix, c'est une série. J'ai fait, je sais même plus, j'ai fait La Cage qui est pas sorti, un truc sur le MMA justement, Ah, avec Franck Gastambide et Ouais. et il y avait Georges Saint-Pierre d'ailleurs, etc. Monsieur est partout. Voilà, On là reste en contact. là, j'ai fait là j'ai fait Ad Vitam avec Guillaume Canet Ok. qui sortira en février sur Netflix aussi. Bon là, moi je me souviens plus de tout, mais j'ai fait quelques trucs. Ça fait 1 an et demi à peu près que je tourne, mais tu vois, j'ai enchaîné quand même pas mal de C'est projets trop bien, ouais. en peu de temps. Et d'ailleurs, Ad Vitam, Guillaume Canet m'a fait confiance et il m'a mis acteur sur le film, tu vois. Donc je suis même pas jusqu'à cascadeur, donc là, on me verra un peu plus. Faut que je vois le film. Donc ouais, après tu verras l'acteur, bon, on verra, soyez indulgents, j'ai jamais fait de... Il m'a dit, wow, t'as une gueule, ça te dirait d'être acteur? Je dis oui, oui, et puis en fait j'ai pris l'opportunité, mais en vérité je suis pas aussi à l'aise que cascadeur. Et je pense que ça se verra à l'écran, mais bon, au moins, tu vois, on met un pied dedans et on verra plus tard. Mais bon, tu vois, ça te pousse, ça te met dans tes retranchements, là, t'es ici, t'es pas à l'aise. Et du coup, là-bas, j'essaie de me former un peu, tu vois. Je C'est me dis, trop putain, bien. un acting, si j'ai une Bien autre sûr. opportunité, il faut vraiment que je sois là parce que je pas envie de revivre les malaises. Tu sais, te demander des choses, des fois, c'est un peu complexe, c'est normal hein, quand t'es pas de ce domaine-là. Mais voilà, en tout cas, je kiffe beaucoup, donc voilà. C'est ce que je fais maintenant, quoi. À fond, j'essaye. Bah écoute, c'est magnifique. Mm. Merci en tout cas pour ce partage d'expérience. Ouais, bah Je merci. pensais pas qu'on Merci à parlerait toi. de cinéma, c'est incroyable. Ouais. Ouais, Franchement. tu savais même pas en plus que je Non, faisais du. non, j'étais Ah, pas au ok, courant. ah oui, t'étais juste sambo. Ouais, j'étais Ah, ok. la bagarre, tu vois. Ok, La ok. bagarre, sambo, Ouais. ça va se mettre des coups de tête. Donc non, c'est génial. Et tu vois, tu montres aussi que moi, je trouve que tu vois, l'être humain, ce qui est bien, c'est constamment, tu sais, apprendre des choses, évoluer. Mm. Et moi, c'est pareil. D'un moment, tu sais, quand tu fais un truc depuis longtemps, tu sais, t'as moins ce pourquoi tu le fais en fait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bien, tu sais, de constamment, tu sais, tu vois, moi récemment, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. Mm. Tu vois, moi, j'ai fait un petit peu de boxe avant, je suis nul. Mais jiu-jitsu brésilien, pareil, c'est un sport, je commence de zéro. Ouais. Et en fait, pareil, tu sais, tu dois évoluer. Et c'est ça qui est bien, en fait. Mm. C'est trop bien. Donc, Ouais. moi, j'essaie un petit peu de comprendre ce que tu me dis. C'est hyper stimulant. Tu sais, Et quand c'est trop quand stimulant, tu c'est commences ça, en quelque fait. chose et que tu as l'impression que, tu sais, de semaine en semaine, en fait, il se passe quelque chose, Bien sûr. tu te vois progresser, ça fait du bien. Tu vois. C'est pour ça C'est qu'on- épanouissant. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir au monde et des fois, voilà. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas non plus être spécifique, sinon tu performeras jamais, tu vois. Donc ça dépend ce que tu veux dans la vie. Il
faut aussi des fois savoir se cantonner à un seul truc pour performer, c'est bien de le faire. Mais voilà, après, des fois, quand tu es un peu la tête sous l'eau, tu sais plus trop quoi faire, ou tu sais, bah, ouvre un peu ton esprit, va voir ce qui se fait ailleurs. Même des trucs que tu pensais jamais kiffer, tu vois. Et au final, des fois, tu découvres des passions. La preuve. Franchement, c'est super inspirant. Et du coup, si les personnes qui écoutent les podcasts, si des marques veulent te contacter, où est-ce qu'elles peuvent le faire? Bah, sur mes réseaux sociaux, je sais pas si ce sera affiché ici Ce ou dans sera- la ce sera description, affiché, mais ouais. ouais, sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, c'est là où je suis le plus C'est facilement Charlie.Schmitt. joignable. Charlie.schmitt, ouais, c'est ça. Sur Instagram, et voilà. Et puis il y a toutes les infos, même si quelqu'un veut se tester un peu au sambo, des envies de coup de tête, tout trucs comme ça. Faudrait qu'on vienne essayer un jour. Faudrait qu'on prenne le temps d'essayer, Avec plaisir, hein. quand Avec j'aurai plus plaisir. de En plus, temps, c'est la rentrée en ce moment là, il y a pas mal de monde, c'est cool. Ça amène beaucoup de gens. Bah, d'ailleurs, il y a plein de dans mon club maintenant. J'ai fait, j'ai aspiré tout le monde. Il y a beaucoup de cascadeurs, tu vois. Cascadeurs, quelques acteurs, quelques, tu vois. C'est trop bien. Voilà, tu vois, je leur explique un peu, je vends le truc et puis Ça après ils prend un veulent coup de tête essayer. et après, ils Ouais, s'essayent. voilà, c'est ça. Et finalement, tout le monde y prend goût, tu vois. C'est un sport qui est tellement complet, la vérité. Bon, c'est un peu comme le MMA, etc. Bien sûr. Donc, ouais, c'est passionnant. Vous êtes tous les bienvenus. Mais écoute, venez essayer Toi le aussi. sambo. C'est quoi déjà ton club? Le Full Sambo Evolution. Sur Instagram, c'est le Full Sambo Evolution. Sur Facebook, pareil. Le site internet fullsamboevolution.com. Et sinon, vous allez directement sur mon Instagram ou mes Charlie réseaux Franchement. et ce sera dans ma bio. Dans ma bio, voilà, le club. Magnifique. Mais écoute, merci pour ce podcast. Je vais quand même te serrer la main. Ouais, Doucement. c'était un plaisir. Pas trop de poigne en vrai. Non, mais merci Ouais. beaucoup d'être venu et c'est cool, tu vois. Ouais, bah merci Donc, à toi, Quentin. C'était cool, ouais. Et merci aussi à eux qui écoutent les podcasts. Ouais. Enfin, à eux, les auditeurs. Bah, du coup, c'était Charlie et Quentin pour Cross and Run. Prenez soin de vous et rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao. Salut. C'est la fin de ce podcast, t'es triste, moi aussi. Reste encore un petit peu, j'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi, ciao ciao.